Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité ce soir, l'axe d'Aloa-Issia dans le centre-ouest du pays. Une ligne qui n'en finit pas de donner du tournis aux usagers de la route. Il faut 2 heures de route pour rallier ces deux villes distantes de seulement 41 km. Dans ce journal, à suivre le cri de cœur des usagers. Dans l'ouest du pays, par contre, on enregistre un coup de cœur, un satisfecit populaire suite à la réhabilitation de la route de l'ouest qui part de Daloa à Zouaounien via Djekoué, Ma et Danané. Débarrassés désormais des crevasses et autres nids de poules, les usagers de la route jubilent et saluent les efforts du gouvernement. Et puis l'ouverture ce lundi ici à Abidjan de la 21e édition du concours d'agrégation des sciences de la santé du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre Patrick Achi. 396 candidats venus de 13 pays africains seront évalués au cours de cette session. L'état de cette route a suscité l'émoi, l'indignation et beaucoup de réactions. L'axe d'Aloa-Issia dans le centre-ouest du pays est dans un état de délabrement indescriptible. La ligne n'en finit pas de donner du tournis aux usagers. Il faut en moyenne 2 heures de route pour rallier ces deux villes distantes de seulement 41 km. Sur ce tronçon, menace des coupeurs de route. Accidents et pannes sont le quotidien des usagers qui ne savent plus où donner de la tête. Nous y avons dépêché une équipe de reportage pour vivre et vous raconter ce trajet. Une mission bien compliquée réalisée par nos envoyés spéciaux, Thiemé Dandje et Joseph Zécré. Un point de départ, Daloa. Un point d'arrivée, Issia. Un linéaire de 41 km sur lequel crevasses et nids de poules en finit par bouffer le bitume. À peine 3 km parcourus que les premiers trous se signalent et dictent à tout conducteur leur loi, celle de rouler à pas de tortue. Même état des lieux jusqu'à la lisière de Zakoua. À quelques pas de là, à Gbeti Tapia, la lutte s'avère toujours âpre au volant, imposant des mouvements serpentés. Des zigzags qui mécontentent conducteurs et villageois. Pour un déplacement de 30 minutes, on est obligé de faire 1 heure en route pour se rendre en ville. Il y a des coupeurs de route qui nous dérangent aussi dans ces saisons-là des campagnes et des jeux café-cacao. Même nous qui sommes à moto, on peut mettre facilement 1 heure de temps. Dans les véhicules, c'est pas moins de 2 heures en tout cas. Même galère sur la dizaine de kilomètres de là, jusqu'à Mimia 2, puis Boguedia, premier chef-lieu de sous-préfecture du département d'Issia. Là encore, conducteurs, opérateurs économiques et riverains dépités interpellent. Moi, je travaille au CHE de Daloa et j'habite ici. Les matins, je prends mon baka ici. Pour une histoire de 25 km à 24 km, je passe facilement 2 heures de temps. Et à chaque fois, je suis obligée de rendre compte à mon patron, non, voilà pourquoi je suis venu en retard, voilà pourquoi je suis venu en retard. Pour moi, c'est difficile. On a même peur des braqueurs. Parce que quand tu prends la voie, les coupés de route, de temps en temps, les soirs, ils sortent. Donc tu es obligé de venir faire tes courses en pleine journée pour laisser ton travail. Vraiment, c'est compliqué. Donc si l'État peut faire un effort, voilà, ça va vraiment nous aider. Sur la dizaine de kilomètres à parcourir, la situation va de mal en pis, avec des pans importants de la voie où le bitume a cédé la place à la latérite poussiéreuse. Cette voie-là, elle est chaotique. Si elle ne met pas la ceinture de sécurité, elle me retrouve de l'autre côté. Elle n'est pas du tout bonne, même pas bitumée. Ah, allez là, vous avez vu les nids d'eau là. On ne peut pas passer. Si on a les petites voitures, ce n'est pas possible. La 4x4 au moins, ça peut amortir, mais vraiment, ce n'est pas bon. Parti de Daloa après 9 heures, c'est aux environs de 11 heures que nous sommes aux portes d'Issia, où le bitume est quasi inexistant. En ville, l'état des lieux de la route préoccupe les garants des us et coutumes de la cité du Rocher. Réunis autour du chef central, ils déclinent un diagnostic local des plus alarmants. Toutes les 4 routes qui desservent Issia sont dans le même état. Dans le même état. Quand vous prenez la route Saïwa-Issia, c'est encore plus grave. Quand vous prenez la route Saïwa-Issia-Guessabo, c'est la même chose. Donc les 4 routes même qui desservent Issia sont en état, sont impraticables. C'est comme on dit, c'est les chauffeurs qui le disent. Quand tu vas à Daloa, bien quand tu vas à Guessabo, chaque chauffeur choisit son trou. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas descendre dans tes trous. Ce n'est pas possible. Chacun choisit son trou. Toutes les routes sont dégradées. À terme, ils implorent la prise en main du dossier de la réhabilitation des voies par le président de la République Alassane Ouattara.
pour sortir de l'enclavement, ce carrefour du pays BT. C'est mis au genou. Excellence, nous sommes vraiment fatigués. C'est grave. Excellence, je vous demande pardon. Pardon, si vous l'avez vu, se mettre à genoux, ça vous dit pardon, aie pitié de ce département. Ne tenez pas compte peut-être des cadres ou de nous. Car là, nous, on ne peut pas savoir ce qu'ils font, mais avec vous. Mais nous, la population, nous vous demandons pardon. Tronçon de 41 km fortement dégradé, la voie Isia d'Aloa est la route de prédilection des opérateurs du fret ravitaillés au port autonome de San Pedro à destination des pays de l'Hinterland. Ses usagers, à l'image des chefs, ont le regard tourné vers Abidjan, appelés à traiter un inconfort qui n'a que trop duré. Après les cris de cœur, on en vient au coup de cœur, cette fois direction l'ouest du pays où on enregistre un satisfecit populaire suite à la réhabilitation de la route de l'ouest qui part de Daloa à Zongnien via Dieukwé, Man et Danané. Débarrassés désormais des crevasses et autres nids de poules, les usagers de la route jubilent et saluent les efforts du gouvernement au micro de Thiemé Dandje et Joseph Zécré. Les crevasses et autres nids de poules dans le bitume relève désormais du passé sur la nationale A6. Communément baptisée route de l'Ouest, elle a fait peau neuve suite aux travaux de réhabilitation et donne désormais lieu à une conduite confortable. Morcelés en 3 tranches, 2 sont déjà achevés à 99%, à savoir le tronçon d'Anané-Dieukwé et celui Dieukwé-Daloa. Des usagers de la section déjà ouverte au trafic jubilent. Vraiment, la route était très dégradée, très dégradée. Je suis transporteur, mais vraiment, chaque jour, on payait des nouveaux pneus. Donc, promptement, vraiment, c'est très bien. La route est très bien. Donc, par rapport à ça, bon, vraiment, nos dépenses sont un peu réduites. Nous, on mange sous goudron. Nous, ça nous fait profiter. Voilà, ça nous fait économiser. Il dit, bon, la route avant, c'était trop dégradée. On souffrait beaucoup avant d'arriver dans les villages. On peut faire 2 heures du temps, 3 heures du temps, mais aujourd'hui, il y a du mieux, la route est stable. On progresse facilement. Ils ont refait la route. Vraiment, la circulation, c'est un peu rapide. Même satisfecit sur le tronçon Dieukwé-Daloa. Le linéaire de 107 km affiche également une fière allure. De quoi réjouir des usagers de la route. Au nombre des heureux, le maire de Dieukwé et cette commerçante de Guézon, village traversé par le chantier où désormais la clientèle afflue. Tout le monde connaît l'état de la route. De Guessabo, vous avez Dieukwé. Et puis, partant de Dieukwé, vous avez l'axe Man-Danané. Ce que le président vient de faire, non, c'est indescriptible. La population de Dieukwé, avec à sa tête le maire que je suis, adressons toute la gratitude à Monsieur le Président de la République pour avoir permis à Dieukwé d'être accessible aujourd'hui. Avant, c'était trop gâté. Les clients ne passaient pas ici. On ne vendait pas, mais maintenant, ça va. Nous disons merci à Ado. Il a bien fait pour nous. Nous sommes contents de lui. Très contents maintenant de la route. De là à Zoukoube, en passant par Guessabo, la conduite est des plus aisées pour les usagers qui ne boudent pas leur plaisir au volant. Même ambiance aux portes de Daloa, où il faut désormais 1 heure pour rallier Dieukwé, contre 3 heures voire plus, moins d'1 mois en arrière. Avant, ça nous posait trop de problèmes. Il n'y avait pas bonne route. Mais avec l'aide du président, vraiment aujourd'hui là, on voyage tranquillement, on n'a pas de problème. Les voitures n'ont pas de problème, puisque à chaque fois quand on voyageait là, on arrive à Danané, on va au garage. On revenait à Abidjan, on va au garage. Mais pour le moment, on voyage dans la tranquillité. Nous remercions le président de la République et son gouvernement. Notons que les travaux de la dernière section couvrent le tronçon d'Anané-Zoan-Ognien, un linéaire de 46 km qui va afficher fière allure d'ici à fin décembre, pour le confort de la conduite, comme c'est le cas sur la section de la route de l'Ouest, déjà réhabilitée. De retour ici à Abidjan, on s'intéresse à l'ouverture ce matin de la 21e édition du concours d'agrégation des sciences de la santé du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, le CAMES. Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre Patrick Achi. 396 candidats venus de 13 pays africains seront évalués au cours de cette session qui va durer 9 jours. Les précisions de Pierre Dipomelin et Eric Imon. 396 enseignants-chercheurs en sciences de la santé
notamment en médecine humaine, pharmacie, endotostomatologie, médecine vétérinaire et production animale, vont être évalués à Abidjan par le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, dans le cadre du 21e concours d'agrégation. Le concours d'agrégation en sciences de la santé, l'un des 9 programmes statutaires du CAMES, contribue indubitablement à l'élévation du niveau qualitatif de nos enseignants-chercheurs en sciences de la santé. En effet, grâce à ce concours, nous avons des maîtres de conférences agrégés qui, à leur tour, forment efficacement les médecins qui constituent les cadres supérieurs de la santé. Le Premier ministre Patrick Achi a à l'occasion indiqué le choix stratégique de la Côte d'Ivoire, axé sur la formation et la recherche, d'où la construction de plusieurs universités à travers le pays. En termes de formation, des choix structurants ont été réalisés depuis 2011 dans l'enseignement supérieur, avec la création de nouvelles universités dans l'ensemble du pays, comme à Korogo en 2012 et à San Pedro en 2021, avec l'ouverture de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire en 2015, avec enfin, dans chaque université, une valorisation de plus en plus claire des filières scientifiques. Le chef du gouvernement a été élevé au rang de commandeur de l'OIPA CAMES, une distinction dans l'ordre international des palmes académiques de cette institution savante. La semaine scientifique qui évalue les enseignants-chercheurs aspirant à l'agrégation prendra fin le 16 novembre prochain. Dans l'actualité politique, le rassemblement de zoufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, s'active en prélude à la révision de la liste électorale annoncée par la Commission électorale indépendante du 19 novembre au 10 décembre prochain. Le parti au pouvoir a mis en mission ses principaux animateurs cet après-midi à Cocody au cours d'une cérémonie pour sonner la mobilisation des militants à adhérer massivement à l'opération de révision de la liste électorale. On retrouve Pierre Dipomelin et Joseph Zécré. Le RHDP, Rassemblement des zoufouettistes pour la démocratie et la paix, sonne la mobilisation à quelques jours du démarrage de l'opération de révision de la liste électorale. Les principaux animateurs du parti au pouvoir, y compris les élus et membres du gouvernement, ont été instruits par le secrétaire exécutif du parti à l'effet de ratisser large, notamment au sein des nouveaux majeurs, c'est-à-dire tout Ivoirien, qui aura 18 ans révolus au 10 décembre 2022. Nous devons considérer cette opération comme un aspect ou un prolongement du travail de proximité avec nos compatriotes, travail de proximité qui donne tout son sens à notre qualité de militants. Aussi, devons-nous, mesdames et messieurs, nous mobiliser pour rechercher et sensibiliser, au-delà des militants et militantes et des sympathisants de notre parti, tous nos compatriotes en âge de voter qui apprécient les actions menées à la tête de l'État par le président de la République et son gouvernement pour le développement et le rayonnement de notre pays en les amenant à s'inscrire sur la liste électorale. Message bien reçu par les cadres du parti qui entendent jouer pleinement leur rôle. Nous avons écouté l'exposé du secrétaire national en charge des élections. Nous allons nous les approprier afin que cela puisse impacter l'ensemble de notre zone et de faire en sorte que le recensement qui pointe à l'horizon soit une réussite dans la zone que nous dirigeons. La réunion d'aujourd'hui est faite encore pour booster les secrétaires départementaux que nous sommes et puis aussi toutes les composantes du parti sur le terrain. La CEI, Commission électorale indépendante, va déployer 6 900 équipes dans les lieux de vote qui serviront à l'occasion de sites de recensement à travers le pays et 100 équipes à l'étranger. Les lieux de vote sont au nombre de 10 815. Il y aura 4 200 équipes fixes et 2 700 équipes itinérantes dans les zones rurales. Chaque équipe comprendra 3 agents. À Yopougon, le transport a repris ce matin à la grande joie des usagers, survenu après le décès d'un conducteur de taxi vendredi dernier. La grève qui avait paralysé le transport dans la commune semble être derrière nous. Le constat de Moussani Kiema et Tanguy Konan. Ce matin, le transport a repris dans la commune de Yopougon. Arrêté à la suite du meurtre d'un chauffeur de taxi communal, après une altercation entre lui et un passager, qui se trouve être un gendarme. Le transport avait été fortement perturbé. Là où on devait prendre au moins 200, les gars parlaient de 500 000 francs, 2000, le compteur même parlait de 2500.
Donc vraiment, ça a été un désagrément. On a tellement fait du sport, donc ça nous a vraiment marqué. Pour les chauffeurs, c'est certes la reprise, mais la justice doit faire son travail. On a repris ce matin, donc je demande aux collègues aussi de pouvoir faire effort pour qu'on reprenne, pour qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Ce que je suis, bon, c'est déjà fait, mais il faut que justice soit faite. Ce qui va aujourd'hui, nous avons repris le travail parce qu'il y a un contrat qui nous lie entre nous et la population. Parce que nous avons décidé d'être transporteurs, pour les transporter de un point A à un point B. Mais les dispositifs, on est en train de faire la sensibilisation pour pouvoir faire, pour ne pas que ça arrive encore. On est en train de voir. Pour le patronat des entreprises de transport routier, la situation est regrettable, mais il faut retrouver le calme. Nous avons donc emboîté le pas à M. le ministre en exhortant nos amis donc, à reprendre le travail. Eux-mêmes, déjà, dans leurs différents compartiments, se sont donc inscrits dans cette démarche, et ce qui a permis aujourd'hui de voir que les populations ont été transportées en toute sérénité. Les faits se déroulent le vendredi 4 novembre dernier, aux environs de 18h, où un chauffeur de taxi, Karamoko Fofana, suite à une dispute, se fait tirer dessus et meurt sur le coup. La lutte contre le terrorisme se poursuit en Côte d'Ivoire sous plusieurs formes. Outre les mesures sécuritaires qui permettent à ce jour au pays de préserver la paix et la sécurité, un programme dans les zones frontalières du Nord a été initié avec pour objectif d'apporter une riposte sociale. Une mission d'évaluation est prévue du 9 au 13 novembre prochain. Annonce faite ce lundi par le ministre de la Jeunesse au terme d'une réunion avec les autorités administratives et les élus locaux des zones concernées. Salif Yalekwe, Tanguy Conan. Afin de capitaliser les premiers effets des différentes interventions dans le cadre du programme d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières relatif à la lutte contre la fragilité, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique initie du 9 au 13 novembre une mission dans le nord du pays. L'annonce a été faite par le ministre Mamadou Touré au terme d'une réunion avec des autorités administratives et politiques de ces régions. Nous ciblions donc d'ici le 31 décembre 22 912 jeunes pour un financement total de 9 600 millions de francs CFA. Ce programme a commencé depuis quelques mois à la date du 30 septembre. Sur les 22 912 bénéficiaires attendus dans l'ensemble de ces 6 régions, nous sommes à 16 785 bénéficiaires qui ont été sélectionnés et dont la prise en charge est en cours dans les différents dispositifs. Donc un taux de réalisation de 73%. Cette discussion a permis donc d'analyser ce programme dans sa mise en œuvre, d'identifier les défis qui restent encore et donc d'avoir des réponses à apporter. Nous avons décidé de faire une mission du 9 au 12 dans les 3 régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, avec l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, pour aller sur le terrain et nous rendre compte effectivement donc, de la mise en œuvre donc, de ces programmes et vérifier toutes les informations qui nous ont été rapportées par les différentes équipes. Ça sera une première étape pour ces 3 régions. Une autre date sera fixée pour les 3 autres régions, notamment le Boukani, le Folon et le Kamadougou. Pour l'heure sur le terrain, les choses bougent. L'on note des avancées. Aujourd'hui, vos gestes sont très bien suivis par les jeunes gens parce qu'ils ont compris qu'au final, c'est dans leur intérêt que ces projets ont été initiés par le gouvernement. Donc, dans la région du Kamadougou, dont je suis le préfet de région, nous avons un taux de réalisation de 85% qui est le plus élevé et nous allons continuer encore. Il s'agira concrètement d'apprécier l'état d'avancement des activités réalisées depuis le lancement en faveur des jeunes des régions frontalières du Nord et de faire une revue à mi-parcours des activités spécifiques du plan de travail conjoint au groupe de résultats 5 du système des Nations Unies. Pour rappel, le chef du gouvernement Patrick Hachi avait procédé le 22 janvier 2022 à Toubo dans la région du Boukani au lancement de ce programme. La première édition des Journées africaines de l'administrateur s'est ouverte ce lundi à Cocody. Durant 2 jours, ces gestionnaires d'entreprises planchent sur les bonnes pratiques à mettre en place pour faire face aux situations de crise, comme nous le montrent Nadia Eidja et Fulgence Kissiedou. Avec pour thème le conseil d'administration face à la gestion de crise, mission, responsabilité et bonnes pratiques, la première édition des Journées africaines de l'administrateur pose la problématique du rôle à jouer par l'administrateur pour une résilience des entreprises face aux crises que vit le monde.
Responsables de la gouvernance des entreprises, les administrateurs doivent être dotés de compétences et d'outils leur permettant d'anticiper, gérer, suivre les recommandations et même capitaliser sur les crises une fois survenues. Vos expériences diverses, nourries de cultures variées, augurent des contributions enrichissantes qui permettront à tous les participants de recueillir les bonnes pratiques, gage de bonne gouvernance dans un monde en pleine mutation. Une initiative de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. À l'ouverture de cette cérémonie, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a présenté les acquis du gouvernement en la matière, tout en rappelant l'impact de la conjoncture économique pour le secteur public. La conjoncture économique internationale est marquée par des crises de plus en plus récurrentes. Je pense que ça va être l'occasion de mener des réflexions approfondies sur les modalités de mise en place des dispositifs de prévention des crises, de plans de gestion des crises ou encore de la définition des stratégies de relance post-crise. Environ 300 administrateurs de sociétés de 25 pays d'Afrique francophone sont attendus pour l'événement qui se tient sur 2 jours à Abidjan. C'est ici que prend fin ce journal. N'oubliez pas, à 20h30, à 13 jours du mondial au Qatar, l'équipe de NSPI Sport vous fera le point sur l'actualité sportive, notamment au niveau du football. Et ce soir, dans Focus Faits divers, juste après ce journal, retour sur la mort odieuse d'une des gardiennes des traditions séculaires de la ville de Niakara, âgée de 112 ans, qui a ému toute la région du handball. 6 mois après, des zones d'ombre entourent la disparition tragique de la matriarche. Un autre sujet inédit à suivre dans Focus Faits divers dans quelques instants seulement. Après ce journal qui prend fin ici, journal réalisé par François Ossou et à toute la rédaction de NCI. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi dans un nouveau numéro de Sans réserve.